Alors, j'accueille maintenant le docteur Catherine Amrein, qui est médecin réanimateur et qui est également membre du conseil d'administration de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, une ONG française. La présentation de Catherine nous permettra notamment de découvrir comment l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris s'est organisé pour faire face à la pandémie. Alors, Catherine a un petit problème de micro, donc, que nous n'avons malheureusement pas réussi à régler à distance. Donc, toutes nos excuses par avance pour les petits les désagréments liés au grésillement. Voilà, Catherine, vous avez la parole. Donc, je vois que vous avez commencé à partager votre écran. C'est parfait. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, quel est le point de vue du médecin dans la création d'unités Covid? C'est tout d'abord un travail multidisciplinaire qui va aboutir à la sectorisation de l'hôpital en zones de haute densité virale et zones de basse densité virale, avec organisation des différents circuits, comme cela a été dit, formation très importante des personnels, mise en place de procédures et gestion des stocks, médicaments, EPI consommables, fluides, gestion de l'air et équipements. Alors, avant de rentrer dans la création elle-même, un petit rappel sur le diagnostic de cette maladie qui est la COVID-19, dont on connaît le grand polymorphisme clinique, avec 30% des cas asymptomatiques et parfois des présentations avec des signes tout à fait autres que respiratoires. Le diagnostic est actuellement fait par PCR nasopharyngé, qui a l'inconvénient premièrement d'avoir une faible sensibilité, deuxièmement d'avoir un fort taux de faux négatifs, sans compter les délais parfois prolongés d'obtention des résultats. Le scanner thoracique est très utile au diagnostic car il offre des images quasiment pathognomoniques, mais en l'absence de scanner, l'échographie pulmonaire a des données qui sont tout à fait corrélées au scanner. Catherine, je m'excuse de vous interrompre. En fait, bizarrement, je crois que c'est le cas pour tout le monde, on voit votre partage d'écran, mais le format du PowerPoint n'est pas complet. Est-ce que vous pouvez le fermer et le relancer? Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je suis désolée. Ça a bien marché tout à l'heure pour le partage oui, d'écran. je suis désolée. Alors, j'y retourne immédiatement. Ce qu'il y a, c'est que du coup, là, vous l'avez, le partage d'écran? Pas encore. Donc, vous reprenez, voilà, prenez le temps de faire partage d'écran. Je ferme tout. Attendez, je n'arrive plus à… Voilà. Prenez le temps, hein, ça va bien se passer. Alors. C'est que je n'arrive pas à… Ok, Kaliroy va lancer votre présentation, sinon Catherine. Comme elle l'a, elle va la lancer. Kaliroy, could you please launch Catherine's presentation? Thank you. Voilà, Catherine, vous allez reprendre, c'est la diapositive numéro… 4, je crois. 4. Ok. Voilà, donc, bon, très rapidement, la propagation du virus, vous le savez, se fait par transmission par des gouttelettes, qu'elles viennent de la sphère ORL ou des poumons, mais également par les mains en contact avec les surfaces souillées par la sédimentation du virus. Suivante. Alors, si 80% des formes Covid sont bénignes, permettant une prise en charge à domicile, il existe 15 à 20% de formes sévères nécessitant l'hospitalisation des patients en unité Covid. Le traitement fait appel à l'oxygénothérapie conventionnelle, mais au-delà de 6 litres minutes, le transfert en réanimation ou unité de soins continus est indispensable. Il vaut mieux ne pas intuber, c'est maintenant largement démontré, et le traitement fait alors appel à l'oxygénothérapie à haut débit, qui est jusqu'à 60 litres minutes. Le risque d'aérosolisation virale est en fait faible, selon de nombreuses études, et la survie serait en fait
meilleure qu'avec la VNI, avec l'OHD. Autre technique, la ventilation non invasive, CPAP ou BIPAP. Bien sûr, l'échec de ces thérapeutiques va mener à l'intubation et la ventilation invasive par un praticien le plus expérimenté. Je n'en dis pas plus, des webinaires ultérieurs sont programmés sur ces sujets. Un élément de l'arsenal thérapeutique est le décubitus ventral, qui permet une amélioration du rapport ventilation-perfusion, un bon recrutement alvéolaire, à condition d'être assez long, c'est-à-dire 12 à 16 heures par jour. Cela peut être fait par ailleurs chez un patient certes intubé, mais également chez un patient conscient non intubé. L'échec de ces techniques amène dans les centres hyperspécialisés à mettre en place une ECMO véno-veineuse. Suivante. Donc, la création de ces unités Covid permet donc de traiter les patients Covid sévères, de pouvoir faire face à un afflux soudain de patients, tout en limitant la diffusion du virus dans l'hôpital et protégeant le personnel, qu'il s'agisse de zones à haute densité virale ou à basse densité virale. Ces protections sont des protections dites REB, risque épidémique et bactériologique renforcé, donc précautions standards, air et contact, avec un ordre de mise en place des EPI et bien sûr l'hygiène des mains. Le patient, lui aussi, doit, dans la mesure du possible, porter un masque et se livrer à l'hygiène des mains. La contamination du personnel soignant, eh bien, à l'assistance publique, au plus fort moment de la crise, enfin, entre le début de la crise et son apogée, 4% du personnel soignant a été contaminé. Mais l'on constate qu'au fur et à mesure que le nombre de cas augmentait, les petites barres verticales bleues, la pente de la courbe de contamination du personnel, les pointillés noirs, diminuait. Moins de personnel se contaminait au fur et à mesure. On peut y voir là l'effet bénéfique des formations. Pour l'Italie, ils ont eu 14% de contamination du personnel soignant en Lombardie. Il faut dire qu'à un moment donné, les pauvres ont été complètement débordés. Et dans le sud, en Sardaigne, cette contamination est montée jusqu'à 40%. Il faut dire que c'était dans un contexte, pas que de pénurie, mais d'absence quasi totale de pays. Suivante. Donc, l'organisation de ces unités Covid, comme il a été dit dans des communications précédentes, il y a d'abord l'accueil et le tri des patients qui se fait soit dans des zones, une zone c'est à part des urgences, ou alors le plus souvent dans des tentes à l'entrée de l'hôpital, ça a été le cas à l'HEGP. À partir de là, le tri des patients est fait et orientation selon qu'ils sont avec signes évocateurs fortement suspects ou aucun signe, orienté vers des secteurs Covid+, ou non Covid. En plus, à la HEGP, il avait été mis en place une zone tampon où étaient hospitalisés les cas suspects, mais pas formels, en l'attente du résultat de la PCR. L'organisation de ces unités était revue régulièrement pour évaluation de l'état des lieux, éventuelles adaptations, et puis également pour reporting aux instances supérieures, que ce soit les agences régionales de santé, voire les ministères. Suivante. Ainsi, des services entiers de médecine et de chirurgie se sont retrouvés dédiés Covid, d'où nouvelles organisations, nouvelles contraintes, etc., nécessité de formation adaptée à tous les niveaux pour ces nouveaux personnels et surtout avoir du personnel en nombre suffisant. Cette organisation a entraîné la cessation d'activité dans certaines spécialités, ce qui peut avoir des conséquences pour les patients non Covid. Par la création d'unités éphémères de réanimation, le nombre de lits de réanimation d'unités de soins continus a pu être augmenté en utilisant les salles de réveil, les unités de soins intensifs, voire dans certains hôpitaux les blocs. Il a bien sûr fallu équiper tous ces lits, recruter un personnel en nombre suffisant et faire suivre les consommables, les médicaments, les EPI. Toujours, nous avons gardé une petite unité de réanimation non Covid. Ainsi, à la HEGP, qui au total est un hôpital de 800 lits, on a pu plus que doubler le nombre de lits de réanimation d'unités de soins continus. On est passé de 45 à 102 lits.
de réadit Covid, tandis qu'il y avait toujours 15 lits réservés pour la réanimation non Covid. Alors, les chirurgies programmées qui étaient reportées a donc libéré des blocs opératoires, à moins que par endroits ils étaient transformés en lits de réanimation, mais ça a permis en quelque sorte de libérer du personnel pour venir en aide aux unités Covid. Ainsi, les chirurgiens orthopédistes étaient transformés en team de retournement des patients pour le décubitus ventral. Très utile. Suivante. Le personnel soignant, c'est un gros souci parce qu'il fallait en disposer davantage. Donc, on a augmenté le nombre des soignants disponibles en faisant appel aux infirmiers d'anesthésie, aux médecins anesthésistes, aux anciens infirmiers de réanimation. Il a fallu mettre en place beaucoup de formations et de procédures pour réactualisation des connaissances, apprentissage du B.A.-BA, de la surveillance d'un patient ventilé par exemple, formation au port des EPI. On a vu l'habillage, le déshabillage est une procédure encore plus à risque que l'habillage et là aussi il y a un ordre à respecter. Très important aussi, les formations sur le bio-nettoyage. Quant à l'isolement du patient Covid, la chambre individuelle est préconisée, certes, mais ce n'est pas toujours possible, en particulier parfois en réanimation, quand c'est une salle de réveil transformée en réanimation. On applique alors un isolement technique avec les précautions REB renforcées et une distanciation au moins 1 mètre, enfin maintenant c'est plutôt au moins 2 mètres entre les lits. Suivante. Quant à la gestion de l'air, une pression négative est recommandée dans de nombreuses publications. En fait, à la HEGP, on a eu seulement 2 lits sur les 102 en réanimation en pression négative. Sinon, une isopression avec renouvellement de l'air sans recyclage, pour éviter de contaminer le reste du bâtiment, suffit largement. Une autre solution est également d'ouvrir les fenêtres, à condition de fermer les portes. En tout cas, pas de pression positive dans les unités de soins. Bien sûr, cette pression positive est maintenue dans les blocs opératoires, donc il y a quelques petites mesures de protection lors des risques d'aérosol, par exemple intubation, extubation. On ferme les portes 5 minutes avant, 5 minutes après. Les équipements indispensables doivent être checkés. On peut voir ce qu'il faut utiliser. Par exemple, il est tout à fait possible d'utiliser des respirateurs d'anesthésie pour ventiler au long cours un patient de réanimation. Les EPI doivent être en quantité nécessaire et suffisante. Et d'ailleurs, il est possible, sous certaines conditions, de réutiliser les surblouses. Par exemple, en réanimation, le même soignant porte la même surblouse pour s'occuper de plusieurs patients qui sont dans la même unité, dans la même chambre, dans la même pièce, ou alors du tissu, soit en coton, soit en synthétique non tissu, lavable à 60 degrés 30 minutes. Et le problème, par contre, c'est la gestion de ce linge contaminé jusqu'à la blanchisserie. Au total, ce qu'on demande aux ingénieurs biomédicaux, ce sont de nous fournir les fluides et en particulier l'oxygène, en particulier si on fait de l'oxygénothérapie au début, pas de rupture, pas de panne d'électricité. Et en plus, ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une panne sur les équipements de radiologie, d'échographie et tous les différents équipements de réanimation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Amrhein, pour votre présentation très complète. Alors, je retiendrai notamment l'importance que vous avez signalée là, de mettre en place des protocoles d'utilisation des équipements de protection individuelle pour limiter à tout prix le risque de contamination des personnels soignants, et aussi l'importance de la formation ou de la réactualisation des connaissances au niveau des personnels qui sont réaffectés dans ces unités Covid. Alors, je vous remercie. Puis d'ailleurs, le son était finalement très bon. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là.